Alors, Je sais pas, amnésique, aphasique, oui. Est-ce que c'était pour qualifier l'écrivain? J'en non, suis moins pas sûr. l'écrivain, pour Oui, qualifier la personne qu'il avait été avant oui. de devenir un écrivain. Ah ben c'est vrai. Oui, il l'a dit à plusieurs reprises. Amnésique, oui, il avait perdu une partie de ses souvenirs, mais c'est c'est un symptôme qui était, je crois, très répandu parmi les gens, les enfants qui avaient subi le traumatisme qui était la perte de leurs parents. Euh, Ça, c'est certain. Et aphasique, alors il l'explique en se référant à ce que je disais sur le fait qu'il ne devait pas parler pour ne pas qu'on découvre qu'il était juif. Et ça, je ne sais pas exactement pendant combien de temps ça a duré, ce silence, mais ce silence, il a persisté, puisqu'il a souvent raconté que même après la guerre, quand il est arrivé en Palestine, il parlait toujours pas, hein, ou très 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 peu. Il, il s'était enfermé dans ce silence. Alors, l'aphasie, là, c'est plutôt une image, parce qu'il était certainement tout à fait capable de parler si c'était nécessaire, et je pense qu'il le faisait. Mais il parlait très très peu. Mais moi, quand je l'ai connu, il parlait comme tout le monde, hein. Enfin non, pas comme tout le monde. Je veux dire, comme ça, dans l'intimité, oui, il parlait tout à fait normalement. Et lorsqu'il s'exprimait en public, il avait une manière assez particulière de parler, que je reconnais à la seconde, avec une certaine lenteur, précision, avec des silences. Et puis, il répondait très rarement aux questions qu'on lui posait de manière directe. C'était toujours de façon indirecte. Mais donc, oui, amnésique certainement, aphasique pas vraiment. C'est plutôt une image. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur son rapport à l'hébreu, à la langue hébraïque? Alors là, je préfère que vous vous adressiez à un D'accord. spécialiste parce que je crains de dire des, des bêtises. Mm. Euh, non, je préfère ne pas m'aventurer sur ce D'accord, terrain-là sur la que je façon dont connais il l'avait mal. appris, Oui. non, il n'y a aucun souci. Mais alors, une question où là, vous êtes absolument le spécialiste, c'est quand vous avez découvert Histoire d'une vie, donc vous nous avez raconté un peu comment vous l'avez découvert, mais je veux bien que je voudrais que vous reveniez sur votre choix de le publier à cette époque-là, ce que ça racontait, quel a été l'accueil, euh, aussi peut-être en incluant ce que Philippe Roth dit de son travail dans Parlons Travail. Voilà. Oui, alors, Histoire d'une vie, bon, déjà, le titre est assez surprenant, parce que c'est pas Histoire de ma vie. Donc, c'est une vie, ça suggère une forme de neutralité, c'est-à-dire que ça n'est pas un témoignage purement subjectif, ça n'est pas non plus un récit objectif, c'est quelque chose, c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que dans Parlons Travail, il y a un texte de Philippe Roth qui est très important pour la compréhension d'Appelfeld, texte qu'on retrouve d'ailleurs dans un de ses romans, hein, dans Opération Shylock. Il l'a il l'a publié deux fois. Et dans lequel, là je reviens à cette question fondamentale, euh, Roth l'interroge sur son rapport à la vérité, ou à la véracité, hein, puisque Appelfeld n'a pas encore écrit l'histoire d'une vie, mais il vient de lui raconter sa vie, à lui, Philip Roth, qui est absolument éberlué et qui lui dit, mais vous avez
transposer tout ça dans des romans, mais pourquoi vous n'avez jamais raconté ce que vous venez de me dire? Et il lui répond, je ne l'ai pas fait parce que personne ne m'aurait cru. Et cette phrase a été pour moi une espèce de coup de tonnerre. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je le publie. Par ailleurs, Valérie Zenati m'avait parlé de lui. Elle avait lu ses livres déjà et elle le considérait comme un écrivain très important. Mais je dirais que c'est la conjonction de ces deux influences qui m'a vraiment convaincu qu'il fallait le faire. Et je dois dire que j'avais lu bien avant des livres d'Aaron Appelfeld, mais je n'avais pas éprouvé ce même sentiment d'urgence. Et ça m'avait, je dirais pas que ça m'avait laissé indifférent, mais c'était assez loin de moi. Et là, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que nous avons proposé à son agent de faire un contrat, si je me souviens bien, pour 8 livres. Et aujourd'hui, on doit en être à 14, je crois, après toutes ces années. Mais c'est une chose qu'on fait très très rarement. Et il me semblait que pour que ça ait un sens, il fallait publier, sinon toute son œuvre, en tout cas une partie assez importante de son œuvre pour que sa signification puisse être perçue. Et alors j'ai découvert le texte une fois qu'il a été traduit, puisque je ne lis pas l'hébreu. Alors on a passé beaucoup de temps avec Valérie Zenati à relire sa traduction ensemble. Je lui demandais de m'expliquer chaque phrase. Je trouvais que c'était vraiment très, très, très important. J'avais besoin de m'en imprégner et de comprendre de quoi parlait ce livre, finalement. Et ça n'est que tardivement que j'ai commencé à comprendre disons, les significations de ce livre qui sont multiples. Après ce que je vous ai dit sur l'étrangeté du titre, évidemment, ça n'est pas surprenant. Et c'est quelque chose de tout à fait singulier. Je dirais les 2 tiers du livre. Étrangement, la dernière partie du livre est différente, elle est plus anecdotique, je dirais. Mais les 2 premiers tiers du livre ne sont pas anecdotiques du tout. Là, on comprend, quand on regarde comment le livre est agencé, en quoi c'est un livre extrêmement littéraire, qui est constitué de fragments, qui parfois ne semblent pas avoir de lien les uns avec les autres. Il y a des blancs, il y a des trous. Et ce sont souvent des scènes, ou oui, on peut appeler ça des scènes, des vignettes, vous voyez, des histoires courtes. Et oui, je disais, il m'a fallu longtemps avant de me rendre compte que ces scènes faisaient écho au récit chassidique de Martin Buber, enfin, que Martin Buber a réuni et traduit du yiddish. Et les récits chassidiques, ce sont des histoires, mais pas n'importe quelles histoires. Ce sont des histoires qui sont racontées de manière intentionnelle pour provoquer une réflexion, une illumination. Ce sont des documents spirituels, si vous voulez. Mais comme dans la tradition chassidique, ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité, je pense que c'est un mot qui n'était pas du tout utilisé par ces gens.
mais ça veut dire le sacré, le sens du sacré dans la vie de tous les jours. Hein. Eh bien ça, c'est maintenant tout à fait évident pour moi que Histoire d'une vie, c'est ça. C'est pas des récits édifiants. Hein. Souvent, c'est très cruel. C'est la vie comme elle est, c'est-à-dire drôle, cruelle, incompréhensible, parfois, mais comme si elle vous disait, la vie, il y a quelque chose à comprendre. Essaye de comprendre. Bon, il n'y a pas que ça hein, dans l'histoire d'une vie, mais je dirais que l'architecture du livre et la manière dont il est écrit fait souvent penser à ces récits racidiques. Je rappelle que Appelfeld a connu Buber. Il écoutait ses cours, ses conférences, et à travers Gershom Scholem, il s'est initié aussi à la Kabbale. Et donc il en connaissait un rayon, hein, si je puis dire. Et c'est très clair que c'est ce que j'appelle ces vignettes, ça va bien au-delà de scènes de la vie quotidienne. Moi, j'aurais utilisé le terme de vision, mais vous voyez, c'est pas tout à la même chose que vignette. Est-ce que... Ah, il y a trop de voix. J'entends beaucoup de voix. Tu veux que je leur demande gentiment s'ils peuvent parler? Je suis désolé J'y de vais? t'interrompre, mais Oui, oui. Je suis désolé, hein, c'est pas très insonorisé. non, mais c'est très bien, mais c'est juste à des moments un petit peu trop fort. Ah bah c'est mieux là. Ça a été efficace. Tout simplement, les fumeurs prennent leur pause juste à côté. Eh oui. Voilà, les nuisances de la cigarette. Oui, vous avez raison. Vignette, c'est pas tout à fait à la hauteur de ce livre. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce sont souvent des scènes très courtes. Hein. Mais oui, on peut parler de vision, effectivement. De toute façon, une bonne partie de l'œuvre d'Aaron Appelfeld fait penser à ça. Mais d'accord, mais à condition de ne pas donner de sens religieux ou prophétique à la chose. Hein, c'est une vision, c'est quelque chose qui vous apparaît subitement et qu'il consigne. Hein, et puis ce sont ses visions à lui, c'est son imagination. Pour moi, c'était vision dans le sens de surgissement. Que tout d'un coup, une espèce de présent absolu est là devant nous. Voilà. Et je voulais savoir si, dans l'histoire d'une vie, une ou l'autre de ces vignettes ou de ces visions vous reviendrait spontanément, quelque chose qui vous a profondément marqué. Oh ben oui, mais alors là, il faudrait que je vous cite tout le livre. Il y en a tellement. Mais une parmi tellement. Une parmi tellement.